Bonjour et bienvenue sur le site du podcast Histoire en série, créé et animé par Nicolas Charles et Johan Chanoir. Au programme, une analyse des séries d'hier, d'aujourd'hui et de demain par des spécialistes des questions mobilisées par nos shows préférés. Histoire en série, c'est le podcast qui met en relation histoire, sciences humaines et séries. Bonjour à tous, bienvenue dans Histoire en série où je reçois aujourd'hui Nina Tarouni. Bonjour Nina. Bonjour. Alors Nina, vous êtes docteur en droit, vous êtes spécialiste de la prévention organisationnelle des risques psychosociaux et amélioration des conditions de travail. Vous êtes la fondatrice du cabinet Global Impact aussi. Vous exercez une activité professionnelle en qualité d'experte indépendante auprès des entreprises et institutions en France et à l'international. Vous intervenez sur les situations complexes et sensibles nécessitant une approche globale, pluridisciplinaire et notamment en matière de harcèlement moral, harcèlement sexuel, discrimination et conditions de travail. Votre approche en qualité de consultante et de chercheuse vise à allier performance organisationnelle et économique de l'entreprise et respect des droits fondamentaux des travailleurs. Vous êtes par ailleurs chargé d'enseignement à l'Université de Paris 13 et de Tours. Vous avez publié plusieurs ouvrages, le dernier en date qui est tiré de votre thèse, Les risques psychosociaux au travail, droit et prévention d'une problématique de santé publique, paru en 2020 chez l'Harmattan. Pour les autres ouvrages, on les met en ligne sur la page de l'émission sur notre site histoireensérie.com. Je signale quand même que vous avez publié une tribune très intéressante dans Le Monde vers la socio-vigilance qui est parue en décembre 2020. Alors aujourd'hui, quand je vous ai contacté, vous m'avez dit oui, on pourrait faire une émission sur les risques psychosociaux au travail à travers les séries. J'ai dit génial, une émission thématique et en plus une émission qui va un petit peu nous faire un pas de côté par rapport à tout ce qu'on a vu jusqu'à présent dans Histoire en série. Et ça, c'est très intéressant parce que vous allez amener votre expertise, notamment au niveau du droit. Et ça, c'est quelque chose de nouveau. On aura plusieurs émissions liées au droit dans Histoire en série qui vont suivre. Vous êtes la première à ouvrir cette mini-série-là, en quelque sorte. Et pour ce faire, pour traiter de cette thématique des risques psychosociaux, Nina, vous avez choisi plusieurs séries. Alors, vous allez à chaque fois en parler, vous allez nous les présenter rapidement. On commence par la série Suits. Cette série, elle parle de quoi, Nina? Alors, c'est une série d'avocats, donc un cabinet d'avocats d'affaires dans lequel on a un héros principal qui s'appelle Harvey Specter et qui travaille dans un environnement un petit peu difficile. Alors justement, quand vous avez réfléchi à travailler sur cette série pour notre podcast Histoire en série, vous avez dit la première chose qu'on verrait sur Harvey, c'est de voir justement quel est cet environnement ultra compétitif et quels risques psychosociaux cela peut entraîner sur ce personnage. Alors, on voit tout au long de la série que Harvey Specter est confronté à des rapports de force, puisque ses affaires se déroulent dans des milieux d'entreprises, entreprises qui sont cotées, qui sont assez importantes, et il rencontre des situations donc avec des rapports de force, des formes de pression, de chantage, de menaces, et donc ça a des conséquences sur sa santé psychologique. Et on le voit dans certains épisodes de la série où Harvey Specter commence à avoir des attaques de panique, des crises d'angoisse, notamment au moment du départ de sa secrétaire, qui était jusque-là en fait son socle, sa base sur laquelle il s'appuyait pour évacuer un petit peu son stress ou en tout cas faire face aux situations extrêmement stressantes dans lesquelles il est confronté dans son travail. Et ce départ en fait de sa secrétaire fait ressortir tout ce que jusque-là il parvenait à réguler. Et il se retrouve voilà, à avoir des situations d'angoisse, à devoir se mettre de côté et se cacher pour ne pas montrer à ses collègues, qui sont parfois aussi ses adversaires, voilà, que lui aussi souffre et est atteint dans sa santé mentale.
Et puis, autre thématique importante que l'on voit, vous l'avez dit, environnement ultra compétitif, ça veut dire aussi pression du résultat. Et cette pression, elle se matérialise jusqu'au renvoi de certains collaborateurs qui ne font pas assez bien, on va dire. Absolument. En fait, ce qui est important, j'avais noté dans un des épisodes, c'est qu'on a une jeune équipe donc de collaborateurs qui travaillent auprès des associés, dont Harvey Specter. Et cette jeune équipe d'avocats donc, travaille tous ensemble. À un moment viennent les évaluations pour savoir qui est assez bon et correspond aux standards du cabinet et qui ne l'est pas. Et puis, donc, il y a un jeune avocat qui est visé justement parce qu'on lui reproche de ne pas avoir de résultats assez bons. Et donc, il décide de s'en séparer. Sauf que, en fait, ce collaborateur junior, on se rend compte qu'il était le moteur de son équipe, des jeunes avocats qui sont présents dans le cabinet, et que c'est grâce à lui, finalement, que les autres collaborateurs juniors donnent le meilleur d'eux-mêmes et obtenaient de bons résultats parce qu'il était là pour les motiver, il était là pour les conseiller, pour les aider s'ils avaient un petit coup de mou. Et finalement, en fait, son départ va générer une baisse de performance de toute l'équipe. Donc finalement, celui qui n'avait pas assez de bons résultats était en réalité donc le moteur de cette équipe. Et donc, ça a déstabilisé l'équipe, ce qui fait que finalement, eh bien, cette équipe perd en productivité et en termes de résultats de l'équipe qui s'amenuise. Et puis, Suits permet aussi d'aborder une notion importante, celle, vous allez nous en parler, et puis je pense qu'elle est au cœur des risques psychosociaux qu'il peut y avoir, c'est la notion de harcèlement au travail. On le voit bien à travers Harvey et un de ses collaborateurs. Oui, absolument. Tout au long de la série, on a une espèce de rivalité entre Harvey Specter et Louis Litt, qui est un autre associé du cabinet. Donc, ils sont en rivalité constante avec des petits coups bas parfois, des humiliations. Sauf que ce conflit en fait entre les deux associés va avoir des répercussions sur leurs équipes chacun en fait et ça va générer des tensions entre les équipes avec les jeunes collaborateurs qui ne savent pas toujours sur quel pied danser selon que les directives soient données par l'un ou par l'autre. Voilà, ce qui amène à des situations conflictuelles aussi sur les équipes, à des conflits de valeurs aussi chez les membres de leurs équipes. Donc, ce qui rend un peu le travail difficile. Alors justement, vous qui avez une thèse en droit, comment vous avez perçu la façon dont cette série analyse ce milieu-là du droit à travers ce cabinet d'avocats et est-ce qu'il y a par rapport à la mise en avant de ces risques psychosociaux, là aussi peut-être une déformation de la réalité ou au contraire, vous avez trouvé la série assez réussie? Je l'ai trouvé plutôt réussi. En fait, bon, après, il n'y a pas beaucoup d'épisodes dans lesquels on les voit impacter sur leur santé compte tenu de tous les risques et l'environnement dégradé auquel ils sont confrontés. Mais voilà, j'ai trouvé quand même assez réaliste dans le fait que, au bout d'un moment, qui qu'on soit, même quand on est le grand Harvey Specter, eh bien, on peut être impacté dans sa santé mentale au travail lorsqu'on est exposé constamment à des rapports de force, à de la pression, à du chantage et à des menaces. Il y a d'autres séries dans lesquelles on a des personnages principaux qui sont un petit peu super-héros dans la mesure où on ne voit jamais cet aspect-là, cet aspect d'atteinte à la santé lorsque les conditions de travail sont plus ou moins dégradées ou lorsque les personnages sont confrontés à des situations difficiles en permanence.
Donc, je trouve que Suits est plutôt réaliste en la matière. Alors, quand on parle de séries sur le monde du travail, on pense peut-être rapidement, parce qu'elles ont été diffusées à très grande échelle, à toutes les séries qui montrent le milieu médical au travail. Et justement, vous avez choisi d'évoquer avec nous, dans la deuxième série sur ces risques psychosociaux au travail, la série Grey's Anatomy. Peut-être très très rapidement, en une minute, le pitch de la série, Nina. Alors, Grey's Anatomy, donc c'est une série qui se passe dans le milieu hospitalier où on va suivre en fait un petit peu le parcours et la formation d'une équipe de jeunes médecins, hein, des internes en médecine, autour du personnage de Meredith Grey. Alors, première chose qu'on voit en tant que risque que vous avez souhaité évoquer avec nous, c'est l'idée de l'angoisse d'une fusion entre deux établissements hospitaliers et fusion que l'administration n'a pas assez préparée, ce qui crée chez les premiers concernés, chez les médecins qui y travaillent, une angoisse pour savoir qu'est-ce qu'ils vont devenir. Oui, absolument. Il y a un épisode qui est particulièrement intéressant, hein, dans lequel deux hôpitaux vont fusionner, en tout cas le service dans lequel travaille l'équipe du docteur Gray. Et donc, cette fusion entre deux hôpitaux, donc on a l'équipe de l'autre hôpital qui arrive dans l'hôpital Gray. Et en fait, cette fusion entre les hôpitaux est très mal préparée. Et on remarque que les informations essentielles ne sont pas données aux nouveaux arrivants, et cette information devient un enjeu de pouvoir. Par exemple, on voit dès l'arrivée des médecins de l'autre hôpital, donc il y a un des médecins qui demande le code de la bibliothèque à un médecin de l'équipe de Grey. Et le médecin donc, ne veut pas lui donner, en lui disant non, moi j'ai attendu des années pour avoir ces codes, c'est pas toi, le nouveau petit arrivant, qui va avoir ces codes-là. Et donc une simple information comme les codes de la bibliothèque, qui est nécessaire pour que les jeunes médecins en formation puissent continuer à étudier, eh bien, ça devient un enjeu de pouvoir. Et pourquoi, en fait, ça devient un enjeu de pouvoir? Parce que, en fait, la réorganisation est mal préparée en ce que ils ne savent pas combien de postes vont être gardés, donc ils se sentent en compétition constante les uns avec les autres pour essayer de garder leur travail. Et c'est d'autant plus important pour les internes qu'ils sont en formation et que cette formation va conditionner la suite de leurs études et la suite de leur carrière, puisqu'ils doivent valider en fait leur stage qu'ils font à l'hôpital. Donc, ça va générer en fait le fait que le nombre de postes ne soit pas défini et que la nature des postes non plus ne soit pas définie. Ça va générer une insécurité qui est un facteur de risque psychosociaux, donc l'insécurité au travail. Et donc, il va générer de la concurrence et des coups bas entre les nouveaux et les anciens. On a un moment, un exemple où une des nouvelles arrivantes a son petit carnet dans lequel elle note des petites phrases pour comment dirais-je, s'encourager, en fait, parce qu'elle a des gros problèmes de confiance en elle. Donc, elle note des petites phrases, et un médecin de l'hôpital Grey va lui voler son petit carnet et réutiliser ces phrases qu'elle met pour se rassurer contre elle. Et ça va aller très loin, puisque d'autres médecins vont, l'un de l'ancienne équipe et un de la nouvelle équipe, vont être tellement en concurrence qu'ils vont se cacher des éléments du dossier d'un patient pour essayer d'être celui qui va guérir le patient. Sauf que ça se transforme en bataille entre les uns et les autres, et ça devant le patient. Et à un moment, on a la personne qui accompagne le patient qui engueule les médecins en leur disant mais vous vous réjouissez mettre en échec, de vous mettre en échec l'un et l'autre, alors que vous êtes en train de soigner un membre de ma famille. Et donc ça, c'est extrêmement choquant pour le patient.
Et donc, on voit comment finalement une fusion entre deux hôpitaux qui est mal préparée va générer de la concurrence et des tensions qui ont des impacts non seulement sur les médecins eux-mêmes, mais également sur la qualité des soins apportés aux patients. Effectivement, Nina, quand on voit cette série-là, hein, qui se passe sur un hôpital américain, quand on voit aussi peut-être la série plus récente française, dont la saison 2 vient de sortir il y a quelques semaines, Hippocrate, hein, sur Canal+, on voit bien que ces séries mettent quand même en avant, vous avez commencé à l'évoquer ici, le dysfonctionnement administratif des hôpitaux. Oui, absolument. Et dans cet épisode-là en particulier, hein, tous ces dysfonctionnements-là, on les voit et la direction aussi, lorsqu'elle est mise devant toutes les problématiques que génère cette réorganisation, avoue ne pas avoir pu préparer puisque on a le médecin en chef qui n'a pas eu le temps de faire correctement les choses et cette fusion un peu hâtive eh bien, n'a pas permis de préparer les choses correctement et a finalement généré des problématiques interpersonnelles en matière de harcèlement moral entre les personnes. Et on voit bien comment, en fait, des dysfonctionnements organisationnels vont générer des comportements individuels inappropriés et être source de dégradation des conditions de travail et de la qualité des soins pour les patients. Et puis, autre source de harcèlement qui revient souvent dans Grey's Anatomy, c'est le harcèlement sexuel. Il y a plusieurs séquences là-dessus. Oui, effectivement, il y a plusieurs séquences qui sont liées au harcèlement sexuel. Il faut savoir que d'abord que dans la série, il y a énormément de relations entre les médecins, mais parfois ça va un petit peu trop loin. On a l'exemple de Mark Sloan, donc, qui est un médecin senior qui voilà, a des relations sexuelles un peu avec tous les membres féminins de l'hôpital. Sauf que à un moment, on a un exemple justement de la définition du harcèlement sexuel qui nous dit qu'il peut y avoir un harcèlement sexuel lorsque l'on recherche comment dirais-je, des pratiques sexuelles, que ce soit pour son propre compte ou pour le compte d'un tiers. Et c'est un exemple que je donne à mes étudiants, puisqu'on voit le personnage donc, de Mark Sloan aller voir une des jeunes internes. C'est le moment des examens, en fait, pour les internes. Et puis, il voit que cette interne-là s'entend bien avec un autre interne qui est son petit poulain, son petit protégé, qui veut faire de la chirurgie esthétique comme lui. Et il lui dit oui, tu sais, en ce moment, c'est les examens, vous êtes sous pression, ce serait bien que vous vous détendiez un peu, justement, pour être moins stressé. Et ce qu'il entendait par là, c'est voilà, avoir des relations sexuelles avec son jeune poulain pour essayer de détendre un peu et que ses examens se passent le mieux pour lui. Donc là, on est sur du harcèlement sexuel au profit d'un tiers. Mais on a aussi d'autres problématiques de harcèlement sexuel qui vont jusqu'à la plainte en fait d'une interne qui va obliger l'administration à mettre en place des mesures de prévention. Et donc, pour éviter que l'hôpital ne soit attaqué pour harcèlement sexuel, ils vont mettre en place un formulaire de déclaration des relations amoureuses de façon à ce que les choses soient claires et que l'hôpital puisse se protéger contre des procès pour harcèlement sexuel. Nouvelle série sur un autre modèle hein, qui est celui de la start-up, c'est la série Silicon Valley. Alors là, on va voir qu'on peut aborder des problématiques différentes sur justement les risques psychosociaux au travail. Avant ça, rapidement, start-up, ça parle de quoi, Nina? Alors, Silicon Valley, c'est une histoire de jeunes
informaticien qui décide de créer un super programme informatique. Et donc, au départ, ils travaillent ensemble dans une maison. C'est une bande d'amis. Donc, un petit peu comme les histoires de Google ou de Facebook, voilà, qui ont été créées dans un garage ou dans une chambre d'étudiante. Et donc, on est un petit peu sur ce modèle-là où quelques amis autour d'un personnage principal qui est le fondateur d'une entreprise, de ce qui va devenir une entreprise, donc travaillent tous ensemble dans une maison en mode start-up pour créer ce programme révolutionnaire. J'ai fait justement le lapsus par rapport à Startup, donc dans Silicon Valley, cette idée de travailler justement en mode on lance une entreprise entre personnes motivées, liées notamment à l'informatique. Cette idée, vous l'avez dit, d'être dans une maison, ça pose un problème d'ergonomie au travail. Ça aussi, hein, c'est un risque psychosocial important, Nina. Oui, tout à fait. Enfin, ça va générer des troubles musculo-squelettiques, notamment. On les voit travailler donc autour de quelques tables dans le salon toute la journée dans des mauvaises postures, voilà, avec du matériel pas toujours très bien adapté pour le travail qu'ils font. Et donc là, on voit bien les problématiques de troubles musculo-squelettiques qui pourraient s'installer dans la vraie vie. Et puis, il y a aussi l'idée qu'on voit dans cette série-là du fait des délais et justement des délais qui sont de plus en plus courts pour que l'entreprise fonctionne. Et ça, cette pression-là, on l'a vu avec la première série Suite, ça peut générer aussi tout ce qui est un mal-être en fait au travail. Oui, tout à fait. Et, on a un exemple particulier que je trouve super réaliste et complètement dans l'air du temps. C'est-à-dire qu'à un moment, en fait, ils doivent s'approvisionner en matériel informatique auprès d'un fournisseur chinois. Et donc, les délais, comme vous l'avez dit, sont très courts hein, pour leur projet et ils ont besoin d'être approvisionnés de manière très rapide. Sauf que ils vont voir ce fournisseur chinois pour essayer donc d'obtenir ce dont ils ont besoin dans les délais les plus courts possibles. Et cette entreprise leur dit, donc le chef de cette entreprise leur dit, bah, écoutez, maintenant, nous ici en Chine, on prend en compte le bien-être de nos salariés qui passent avant le la productivité qu'on ne leur impose plus, en tout cas une productivité aussi soutenue qu'avant. Et donc, ils doivent composer avec ce nouveau délai pour la prise en compte du bien-être des salariés. Et ça fait un peu référence aux situations dont on peut entendre parler dans les médias, avec des entreprises qui travaillent pour des grandes marques de téléphonie ou informatique, etc., dans lesquels on entend parfois qu'il y a des suicides dans ces entreprises ou de mauvaises conditions de travail ou des grèves des salariés à cause aussi de leurs conditions de travail. Et donc, en cela, je trouve que c'est assez réaliste que finalement, le fournisseur décide de prendre en compte le bien-être des salariés, mais qui va aussi lui apporter une meilleure image de marque, puisque aujourd'hui, les consommateurs ont besoin d'éthique dans leurs achats et voilà, faire la une de la presse internationale pour des problèmes de suicide au travail ou de grève concernant les mauvaises conditions de travail, voire des accidents du travail importants hein, quand on pense dans un autre champ d'activité, mais celui du textile et l'accident du Rana Plaza qu'il y a eu au Bangladesh avec plus de 1000 morts. Voilà, en cela, je trouve que la série prend en compte les problématiques actuelles qu'on peut rencontrer dans la vraie vie. Avec justement dans cette série le rôle d'une personne qui est assistant conseil éthique. Qu'est-ce que c'est, Nina? Ça consiste en quoi? Je l'ai je l'ai appelé comme ça parce qu'en fait, on se rend compte qu'auprès du personnage principal, on a l'un de ses amis
qui, je crois, n'est pas informaticien, en tout cas, je ne l'ai pas gardé comme ça en mémoire, mais qui est l'espèce de figure éthique du personnage principal et qui lui donne sans cesse des conseils lorsqu'il va trop loin ou lorsqu'il ne tient pas assez compte des besoins de son équipe, parce que son équipe, ce sont des personnes à la base qui sont ses amis, mais ce n'est pas pour ça qu'il doit oublier en fait le côté humain et les besoins des êtres humains qui composent son équipe. Et donc son assistant, celui qui a la fonction de son assistant, est souvent là pour le recadrer sur le traitement des membres de son équipe. On va revenir sur le côté français, mais avec une série anglo-saxonne. Et ça, c'est intéressant parce que ça va permettre de voir comment peut-être on peut voir les Français au travail, mais vu de l'autre côté de l'Atlantique. C'est la série Emily in Paris. Alors, elle consiste en quoi cette série, rapidement, Nina, qui est diffusée Alors, sur Netflix? Emily in Paris, donc, c'est une série qui présente une jeune américaine qui est détachée en France dans une agence de marketing et qui travaille avec des grandes marques de luxe. Et donc, dans cette série, Nina, qu'est-ce qu'on aperçoit de la façon de travailler en France? Alors, cette série, elle a été beaucoup critiquée, mais moi, je l'ai trouvée assez réaliste sur pas mal de points, notamment en matière de harcèlement moral et de harcèlement sexuel. Déjà, quand elle arrive en France auprès de sa nouvelle équipe française, donc elle est américaine, elle ne parle pas très bien français au début, et on voit qu'il se moque d'elle à cause de son accent, de sa difficulté à s'exprimer. C'est du harcèlement moral, mais ça rentre aussi dans la définition de la discrimination, puisque l'un des critères de la discrimination en droit, c'est la capacité à s'exprimer dans une autre langue que le français. Et donc, en fait, elle est très mal accueillie. On a une absence d'intégration d'Émilie au sein de l'équipe française. Elle est presque mise au placard puisqu'on ne lui donne pas grand-chose à faire et on la laisse se débrouiller pour s'occuper elle-même. Et donc, on voit bien là quelques comportements qui pourraient être qualifiés de harcèlement moral, mais on a aussi beaucoup de blagues à caractère sexuel à son encontre. Et là, on rentre dans le harcèlement sexuel. Sauf que, bon, dans la série, ce n'est pas dramatisé. Et puis, par une pirouette, elle arrive à renvoyer ces harceleurs, entre guillemets, dans les cordes, puisqu'à un moment dans la série, on voit, elle en a assez de ces blagues à caractère sexuel. Donc, un matin, elle débarque au bureau avec un gâteau en forme de pénis qu'elle va offrir à ses collègues harceleurs. Voilà. Et donc, ça s'arrête là pour le harcèlement sexuel, puisqu'il voit qu'elle ne va pas se laisser faire et que ça risque de monter, euh, d'être gradué et de dégénérer. Donc, voilà, ça s'arrête là pour le harcèlement sexuel. Si on repart de l'autre côté de l'océan Atlantique vers une autre série, une série qui met en avant essentiellement le milieu médico-légal, on va dire, on avait traité ça dans une des premières émissions avec Juliette Caz, c'est la série Bones. Cette série-là, qui est une série à la fois d'enquête, mais une série d'enquête avec justement un médecin légiste, permet aussi de montrer un certain nombre de choses. Qu'est-ce qu'on peut en dire dessus, Nina? Alors, j'ai retenu cette série pour montrer une bonne pratique de prévention, puisqu'en fait, c'est une équipe donc médico-légale, comme vous l'avez dit, qui travaille donc sur des affaires en général assez anciennes, hein, puisqu'il s'agit de retrouver des meurtriers de personnes qui ont été tuées il y a un moment déjà. Donc, ils travaillent beaucoup sur des corps, des cadavres ou des restes même de corps et de cadavres, donc ils sont exposés constamment à la mort, à des corps décomposés, qui peuvent être des images
assez difficile. Et il y a un collègue en fait qui a un rôle particulièrement important puisqu'il est membre de l'équipe de cet expert de cette équipe d'experts médico-légales, mais qui enquête aussi donc sur ces meurtres. Et lui, il est psychologue. Donc, il participe aux enquêtes, il apporte son expertise psychologique pour essayer de dessiner le profil des hypothétiques meurtriers. Mais il a aussi un rôle de veille auprès de ses collègues et donc il leur apporte son soutien dès qu'il sent qu'un des membres de son équipe est particulièrement touché par l'enquête qui est en cours. Donc, en fait, on a une sorte de personne référente comme ça en matière de risques psychosociaux et d'exposition à des scènes qui peuvent être particulièrement difficiles et éprouvantes pour eux. Et donc, je trouvais que c'était une bonne pratique de prévention. Alors, on a maintenant d'autres séries à évoquer ensemble, qui sont surtout les deux suivantes, qui sont vraiment des séries où on voit tout ce qui peut être les différents risques liés au travail psychosociaux, notamment hein, c'est la série The Office, qui est une vraie caricature du monde du travail. Absolument. Donc, The Office, c'est une série qui est tournée presque sous la forme de documentaire et dans lequel on suit les aventures d'une petite entreprise avec un employeur qui est une caricature, hein, c'est une caricature du monde du travail. Et dans cette série, on retrouve absolument tous les risques, stress au travail, harcèlement moral, harcèlement sexuel, propos à caractère sexiste, discrimination. Et donc, tout au long de cette série, on voit un employeur qui fait gaffe sur gaffe et qui va aller sur tous les champs des risques psychosociaux à lui tout seul et qui va mettre son équipe, qui va exposer en tout cas son équipe à l'ensemble de ces risques psychosociaux. Est-ce qu'il y a d'ailleurs un épisode particulier à mettre en avant là-dessus, sur ces différents risques psychosociaux, hein? Vous l'avez dit, harcèlement moral, harcèlement sexuel, propos sexistes, on a tout ça, discrimination, là on a tout qui est retrouvé là-dessus, mais est-ce qu'il y a un épisode qui ressort particulièrement dans The Office? Alors, tous les épisodes sont des cas d'école, mais il y en a un en particulier dans lequel on voit que l'employeur veut essayer de bien faire, parce qu'en fait, dans cette série, c'est toujours l'employeur veut toujours bien faire, mais finalement, il se retrouve à générer des situations de risques psychosociaux extrêmes et un épisode en particulier dans lequel, en fait, il apprend que l'un de ses salariés est homosexuel. Et donc, il veut montrer que c'est quelqu'un de tout à fait ouvert, qui accueille à bras ouverts les travailleurs homosexuels. Et donc, il organise une réunion. Et pendant cette réunion, eh bien, il fait le coming out du salarié devant toute l'équipe, alors qu'il n'avait pas spécialement l'intention de révéler à tout le monde qu'il était homosexuel. Et donc là, ça va tourner carrément à l'humiliation publique pendant cette réunion. Et c'est quelque chose qu'il fait souvent, cet employeur, que ce soit là pour un salarié homosexuel, mais ça peut être aussi pour un salarié qui a diverses origines ou ça peut être pour une femme. Et à chaque fois, en fait, on se rend compte que dans son souci de bien faire, en fait, il se trompe complètement, il se plante complètement et il expose donc ses salariés à de la discrimination, à du harcèlement moral, sexuel et beaucoup de propos aussi à caractère sexiste. Dans la même veine que The Office, on a la série Bad Banks qui se passe dans le milieu de la finance allemand, à Francfort. Et là aussi, on a véritablement une sorte de caricature de ce milieu-là, hein, puisque on a une jeune femme qui est une jeune, on va dire, qualifiée de requin, hein, qui évolue dans ce milieu. Et on voit aussi les différents types de risques psychosociaux, hein, avec certaines déviances, notamment l'utilisation de drogue. On voit aussi parfois l'utilisation, enfin, l'abus sexuel chez certains de ses collaborateurs, qui peut aller jusqu'à des choses très importantes comme des crises d'angoisse ou de l'épuisement. C'est une série qui met véritablement en avant ce côté-là.
Oui, dans la série Bad Banks, donc, qui se passe dans le milieu de la finance et de la bourse, où on voit très bien leur façon de travailler constamment sous pression, un peu comme dans la série Suits aussi, sur les niveaux de pression et de productivité attendus dans leur milieu. On voit bien cette jeune femme qui sort de l'école et qui en veut, hein, voilà, on l'a qualifié de requin, c'est un peu ça, qui est prête à tout pour réussir. Et ce que je trouve réaliste dans la série, c'est que très rapidement, la pression et le stress qui est généré par le travail va la mener à consommer de la drogue pour tenir au travail, va l'amener à des situations d'épuisement, on la voit, hein, elle change complètement de visage. Au début, c'est une jeune femme voilà, fringante, pimpante, et très rapidement, on la voit livide, fatiguée, avec des grosses cernes, etc. Et elle va finir par, on va la voir épuisée, on va la voir commencer à avoir des crises d'angoisse. Et, et la consommation de drogue, finalement, pour tenir au travail, c'est aussi des choses qu'on retrouve tout à fait dans la vraie vie et dans la réalité, dans pas mal de professions et pour pas mal de travailleurs. D'ailleurs, que ce soit des drogues légales ou illégales, hein, puisque en France, on est un des pays où on consomme pas mal d'antidépresseurs, d'anxiolytiques et autres médicaments psychoactifs. Donc en cela, j'ai trouvé que c'était très réaliste lorsque on voit que lorsque les travailleurs sont exposés à des milieux assez difficiles, eh bien, ils vont parfois prendre des substances pour tenir au travail. Et puis, dans Bad Bank, justement, ce qui est intéressant aussi de voir quand on analyse ces risques psychosociaux, c'est l'impact du travail sur la vie privée, puisqu'on voit que, justement, hein, la jeune trader Yana, qui est dans cette série-là, au début, elle a une vie de famille, hein, une famille recomposée d'ailleurs, et puis on voit que cette vie-là explose complètement à cause du travail. Ça aussi, je pense que c'est un risque important qui est souligné dans cette série-là. Oui, absolument. Et là aussi, en fait, j'aime bien le côté réaliste, puisque souvent, les travailleurs qui sont confrontés à des problématiques professionnelles, bien ces problématiques professionnelles ne s'arrêtent pas aux portes de l'entreprise. Et c'est ce qu'on retrouve aussi donc, dans la vie, dans la vraie vie. On va dire, si je prends par exemple donc, l'exemple des suicides au travail, souvent les entreprises vont dire oui, mais en fait, le salarié avait des problèmes personnels, sa femme l'a quitté, elle a emmené les enfants et c'est pour ça qu'il s'est suicidé. Donc les entreprises essayent de se dédouaner finalement du suicide au travail, sauf que en France, il y a des cas de suicide au travail qui ont été reconnus comme accident du travail. Et c'est vrai que si on remonte aux causes organisationnelles qui ont généré des risques mettant en péril la santé du salarié jusqu'au suicide, eh bien, on se rend compte que finalement, les conditions de travail, la pression ou le harcèlement souvent moral qui est subi par les salariés va avoir des impacts sur la vie personnelle du salarié qui va jusqu'à détruire sa vie personnelle. Et donc, oui, le suicide au travail n'est pas unifactoriel, mais il est multifactoriel. Et finalement, en France, ce que le juge demande, c'est de savoir si les conditions de travail ont pu avoir un impact susceptible d'avoir créé et généré une souffrance qui ont conduit le salarié au suicide. Alors, dernière série que vous avez proposée dans votre corpus, Nina, c'est la série Malcolm. Alors, c'est très intéressant parce que là, Malcolm, on peut appréhender les conditions de travail dans la catégorie moyenne américaine, dans cette classe moyenne-là. D'ailleurs, ça s'appelle Malcolm in the Middle. In the Middle peut être interprété, hein, Antoine Bonnet, dans l'émission qui a été consacrée dans notre podcast, a parlé ça. In the Middle peut être interprété comme l'idée de middle class. Alors, lui, il travaille dans un supermarché. Ça aussi, c'est intéressant parce que c'est une situation de travail qui peut peut-être renvoyer à un imaginaire collectif de beaucoup de personnes parce que c'est une situation peut-être plus connue que celui de travailler dans un bureau d'avocat ou chez les traders qui là sont des
travaux, on va dire, en tout cas d'un travail beaucoup plus marginal. Oui, tout à fait. Donc Malcolm, donc c'est une série qui parle d'une famille américaine de la classe moyenne, donc dans laquelle la mère donc travaille en tant que caissière dans un supermarché. Et donc Malcolm, un des enfants de la fratrie, travaille pendant les vacances dans le supermarché de sa mère. Donc sa mère est une femme très autoritaire dans la vie privée, qui se fait obéir au doigt et à l'œil par son mari et ses 4 garçons qui sont plutôt turbulents. Donc, il la voit comme une femme forte, qui est dominatrice dans la vie privée vis-à-vis de sa famille. Et là, en fait, ça m'a paru un épisode qui m'a paru particulièrement intéressant, puisque on voit Malcolm qui a ce qu'on appelle comme facteur de risque psychosociaux des conflits de valeurs. Il voit que sa mère, qu'il a toujours vue comme une femme forte et qui se fait toujours obéir, eh bien, s'écraser dans le milieu du travail, se soumettre complètement aux directives et aux attendus de son travail, quand bien même ce ne serait pas très éthique. Et donc, il a du mal en fait à comprendre ce milieu du travail. Et à un moment, sa mère lui dit au travail, on ne réfléchit pas, on exécute. Et donc, voilà, ça met Malcolm dans une situation assez étrange. Il est très étonné de voir sa mère si soumise au travail, alors qu'elle n'a absolument pas ce caractère dans la vie privée. Il découvre là une autre facette de sa mère dans le monde du travail. Nina Tarouni, merci pour avoir évoqué avec nous ce biais nouveau, j'allais dire, d'entrer dans les séries par rapport à justement ces risques psychosociaux liés au monde du travail. On a présenté plusieurs séries. Vous trouverez d'ailleurs, chers auditeurs, dans notre site internet histoireensérie.com un résumé de l'émission qui permettra de pouvoir faire un point sur les séries qui ont été abordées ici par Nina. Et puis, pour aller plus loin, Nina a mis en ligne une bibliographie qui vous permettra de vous renseigner dessus, d'aller lire des choses là-dessus, parce que c'est quelque chose d'intéressant. Et comme quoi aussi, les séries ne font pas que raconter une histoire, elles permettent aussi d'appréhender notre société et la façon dont on peut la regarder, que ce soit notre société européenne, comme on a pu le voir dans certaines séries ici, ou la société anglo-saxonne d'ailleurs. Vous retrouvez comme toujours un résumé de l'émission ainsi que les liens pour aller l'écouter sur les grandes plateformes de podcast et sur YouTube, sur le site de notre partenaire nonfiction.fr. Et puis, si vous voulez continuer la discussion, vous pouvez échanger, comme certains le font, avec plaisir, ensemble sur Twitter, sur le site @histoire-série, et vous pouvez vous rendre sur le groupe de l'émission, sur le groupe Facebook de l'émission Histoire en série. Nina Tarouni, je vous remercie beaucoup parce que c'était vraiment une émission très intéressante qui nous a permis de voir autre chose, et j'espère vous retrouver bientôt peut-être pour une autre thématique. Merci à vous, à bientôt. Merci beaucoup, au revoir. Au revoir. Retrouvez-nous sur Twitter @Histoire en série pour connaître le programme à venir ainsi que des conseils bibliographiques.